merci aux organisateurs de m'avoir invité à animer cette table ronde. C'est une question que je suis depuis assez longtemps et je suis très heureux d'être en compagnie de ces invités pour pouvoir évoquer une perspective effectivement plus internationale aux questions qui vous préoccupent, parce que les derniers événements législatifs et réglementaires qui sont à l'origine de cette journée, viennent contredire une idée générale, et généralement fausse d'ailleurs, que nous avons pu les uns ou les autres partager pendant longtemps, c'est-à-dire cette idée que le processus vers une transparence, vers une communication plus rapide des archives était un processus inéluctable, que nous allions vers une ouverture qui était désormais de plus en plus réglée. On a vu que les bouleversements politiques, et c'est peut-être dû à cela aussi, liés à la chute du mur de Berlin, avaient donné cette impression à une opinion publique qui peut-être connaissait mal le secteur des archives, que désormais on allait pouvoir puiser de manière facile, ouverte, dans des archives qui auparavant étaient des archives classifiées, qu'il y avait là un trésor à la fois pour les citoyens dans l'ouverture et la possibilité de récupérer leur propre histoire, mais aussi pour les historiennes et les historiens d'avoir accès enfin à des documents qui leur étaient interdits auparavant. On voit bien que récemment, en France, mais aussi dans les pays dont nous allons parler, ces questions ont été réglées, disons, de façon un peu rapide et parfois un peu brutale par le législateur. Et nous allons y revenir en compagnie de Blanca Bazaco. Bonsoir. Bonjour. Alors bonsoir, excusez-moi, mais ça c'est le vieux... Quand on est à la radio, il y a un vrai problème, c'est qu'on est calé sur un horaire, et moi je suis calé sur l'horaire de 18h. Donc, bonjour. Donc, vous êtes vice-présidente de l'Association espagnole des archivistes. Vous allez nous parler de cela. Christophe Partsch, bonjour. Vous êtes avocat et vous allez nous parler du cas allemand. Et donc, nous sommes toujours avec vous en TACLS pour parler, peut-être élargir du cas britannique avec d'autres cas canadiens ou états-uniens autour de ces questions. Et le titre est bien choisi, Dynamique actuelle et nouveaux territoires du secret, parce que on voit bien effectivement que ces dernières années nous ont montré des évolutions très notables. Je vais commencer peut-être avec vous, Christophe Partsch, puisque j'évoquais la chute du mur de Berlin, j'évoquais l'arrivée inopinée, pourrait-on dire, de masse archivistique que nous ne connaissions pas et dont nous pensions qu'elle n'était pas accessible. Est-ce que ça a eu un rôle justement sur les législations que vous connaissez en Allemagne et sur la façon dont on les perçoit aujourd'hui? Merci. Bonjour. La chute de la mur de Berlin n'a pas eu tant d'effet sur la législation parce que l'Allemagne a tardé beaucoup avec l'introduction d'une loi des archives jusqu'en 1988, alors jusqu'à 2 ans avant la chute. Et là, comme ça, les problèmes dans le monde sont toujours les mêmes, ils sont réglés un petit peu différents, mais on a entendu aujourd'hui le problème de versement des documents vers les archives. Et dans cette loi, on a eu une idée très intelligente, à mon avis, qui leur permettait une action directe de celui qui voulait avoir les documents contre cette institution qui ne l'avait pas encore versé vers l'archive. Et voilà. Ça prenait quelle forme, cette action directe? C'est une action directe, je dirais, devant les cours. Alors moi, je suis avocat, alors je ne négocie pas, je vais devant les cours. Et là, je réclame les droits de mes clients. Non, je négocie aussi, mais voilà. C'est assez intéressant que ça a duré à peu près une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'un journaliste, avec l'aide de son avocat, a découvert cette possibilité d'aller contre notre service secret, le BND, le fameux BND, concernant des cas des nazis dans le service du BND après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas Eichmann. Et ça, c'était une solution législative assez intéressante. Et deuxièmement, le BND a réclamé que toutes les actions contre les BND soient tout de suite
devant la Cour suprême administrative à Leipzig. Grande, jolie cour, et voilà, c'est une tentation irrésistible pour les journalistes et leurs avocats d'avoir toute cette scène tout de suite. Oui, avec un écho à cette demande, d'une certaine manière. C'est-à-dire un écho plus large. Un écho, une capacité plus large à faire entendre justement voilà, exact. C'est une grande scène et surtout ça va très vite. Comme ça, ça ne dure pas 10 ans, mais vous avez votre information dans un délai d'1 an, parce que le BND au premier coup a dit cette loi n'applique pas à moi, et la Cour a dû expliquer au BND que la loi fédérale applique au BND. Bien sûr. Et on a découvert pendant cette action que le BND savait très bien où se cachait Eichmann en Amérique du Sud, pendant que tout le monde, et surtout les services de la police allemande et les services aussi secrets israéliens, le cherchaient partout. Et voilà, on a trouvé cette petite carte. Et ça a déclenché toute une vague d'actions devant les cours. Et quand on a trop de succès, bien sûr... Réaction. Action. Alors, en 2017, on a introduit une nouvelle loi sous prétexte de l'adapter à la nouvelle législation pour gérer les données. Et inclus dans ce projet de loi était bien sûr une exception générale, plutôt dans les cas de la sûreté nationale. Et maintenant, tous les débats, toutes les actions sont bien sûr qu'est-ce qui est cet intérêt national, qu'est-ce qui est la sûreté nationale. Malheureusement, les cours sont très près de croire au service public que ça relève d'un danger pour la sûreté nationale. Alors même découvrir les cartes sur les nazis de l'Allemagne après la guerre, apparemment c'est une question de la sûreté nationale. C'est toujours un prétexte, c'est toujours quelque chose qu'on veut cacher, et il y a toujours des intérêts économiques au-dessus qui sont pas réclamés, qui sont derrière. Ça veut donc dire qu'il y a eu, comme dans beaucoup de pays, une sorte de moment d'hésitation des tutelles ministérielles en particulier et des gouvernements sur la possibilité ou non de communiquer, et que au bout, après ces plaintes que vous avez très bien décrites, eh bien, il y a eu une réaction qui a refermé, disons, la possibilité pour les citoyens, pour les journalistes, pour les historiennes et les historiens, d'accéder à des données sensibles d'une certaine façon. Et pour cela, il a fallu passer par une nouvelle loi consacrée justement à la protection des données, c'est ça? La première réaction, c'était le versement massif des documents des services secrets vers le service d'archives. Et pendant le temps des classements, bien sûr, ces documents n'étaient pas acceptables. Et quand on a vu que ça ne fonctionne pas très bien du point de vue des services secrets, on a dit qu'il faudra changer la loi. Et quand ça n'a pas abouti tellement comme les services secrets et d'autres players dans le field le voulaient, on a fait un changement de nouveau en 2021, cette année. Encore une fois, sous le prétexte d'application des données. Vers une plus grande fermeture? Oui, vers une plus grande fermeture. Et on a aussi introduit l'archive du Stasi en Allemagne de l'Est dans l'archive fédérale. Ce qui a changé beaucoup le régime, pas tellement changé le régime sur le plan de la loi, parce que la loi pour l'accès à cette archive n'a pas changé. La grande différence, c'est que vous avez tout de suite accès à l'archive du Stasi, et il n'y a pas de délai. Mais le président du service Stasi, pour l'archive Stasi était indépendant, pendant que le président de l'archive fédérale, il est un employé qui est sous, disons, comment dit-on, la tutelle des autorités. Des autorités. Alors, une grande différence.
Et voilà, il faudra voir si ça changera vraiment. Ça dépend aussi des personnes. Et ça, ce sont les changements qu'on a eus. Peut-être pour ajouter encore que nous avons les mêmes problèmes pour l'accès aux archives des personnes de la politique. Là, il faudra ajouter un grand intérêt économique de ces personnes de monopoliser leurs archives et de les économiser dans leur biographie, dans leur autobiographie, et de ne pas permettre l'accès aux personnes qui ne sont pas bénies. Oui, et cela, ça correspond à quelle catégorie d'hommes politiques? Parce que j'imagine qu'on ne descend pas à tous les niveaux de la politique. Est-ce que c'est quand on a été au gouvernement, député? Quelles sont les personnes qui sont touchées par cette, disons, cette exception particulière? Alors, tous nos chanceliers, toutes leurs aides, il y a par exemple le cas très fameux de M. Globke. M. Globke était le secrétaire de sécurité de M. Adenauer. M. Globke était aussi censeur d'un commentaire sur les lois de Nuremberg, qui lui a donné la capacité de donner avis à M. Adenauer apparemment. Et après, qu'il a dû faire sa démission, il a bien caché tous ces documents dans une fondation d'une partie. On ne connaît pas ça en France, les fondations dans je crois bien. Ça n'existe pas. Et voilà, là, il y a une toute petite ouverture parce que la Cour constitutionnelle a dit qu'il y a probablement, il était très cautious, il a dit probablement il y a un devoir de l'État de réclamer ces archives, ces documents publics qui sont publics. Malheureusement, les cours qui se trouvent sous la Cour constitutionnelle n'ont pas encore reconnu ce droit et ne l'ont pas mis en vigueur. Mais ça reste à savoir. Merci. On reviendra avec vous un peu plus tard pour quelques précisions. Christophe Partsch, de votre côté, Blanca Bazaco, on a bien compris que la dimension historique était importante et on a parlé du nazisme mais aussi de la Stasi. Qu'est-ce qu'il en est pour les lois qui régissent cette communication des archives en Espagne? Oui, j'ai préparé un écrit. Je ne sais pas si je peux le lire parce que mon français, ce n'est pas si bon. D'accord? Allez-y, allez-y. Allez-y. Bueno, je veux remercier de votre invitation au nom de l'Association des archivistes espagnols au service public. Et nous avons préparé quelques mots pour vous parler des secrets officiels et au accès et aux documents en Espagne. Et afin de comprendre la situation à laquelle est confronté un archiviste, il faut parler de la réglementation, comme dans tous les pays. D'accord? La première chose est la Constitution espagnole, qui est de 1978. Et on parle là de l'accès des citoyens aux archives et aux dossiers administratifs, mais pas comme un droit d'accès fondamental. Ce n'est pas un droit fondamental, c'est la première chose à dire. D'accord? Après, nous n'avons pas de loi spécifique pour des archives. On a seulement une loi sur le patrimoine historique espagnol qui parle aussi des archives. Sur le patrimoine? Oui, sur le patrimoine. Mais aussi, on a un chapitre qui parle des archives, d'accord? Et aussi, il parle des livres accès. Encore avec des limites pour des questions classifiées. D'accord? On a arrivé en 2013 à un très espéré et approbation, espérée non pas attendue. C'est la loi sur la transparence, l'accès à l'information publique et la bonne gouvernance. Et on espérait que ça veut dire que nous avons une loi unique régissant l'accès aux informations publiques contenues dans les documents. Mais elle n'a pas pu conduire à l'élaboration et à la mise à jour des règles régissant les secrets officiels. Et le problème est que la loi des secrets officiels en Espagne est de 1968. Alors, pendant c'est une loi faite par la dictature franquiste. Elle n'a pas, malgré de nombreuses tentatives, cette réglementation n'a pas été modifiée. Du tout. Du tout. Mais a été développée par le Centre national de renseignement. C'est la réglementation de base pour la protection de l'information classifiée
indépendamment de son origine et de ses classifications. D'accord? Donc, ce que nous arrivons, je vais vous raconter seulement, pour ne m'étendre pas, de 2 cas qui se sont passés dans les dernières années, pour que vous voyez qu'en France, vous êtes très bien. Hein? On a tendance toujours à se plaindre, etc., etc. On est connu pour ça. Donc, il faut que je le cherche ici. OK. Et là, c'est la fermeture de la consultation des documents antérieurs à 1968. Parce que si seulement on peut classifier les documents avec cette loi, mais nous avons dans les archives des documents qui ont un sceau qui est écrit secret ou réservé, mais on ne sait pas qui a fait ça. D'accord? Donc, il y a eu une fermeture de la consultation des documents antérieurs à 1968 avec des marques réservées ou secrètes de la période comprise entre le début et à la fin de la guerre civile espagnole. D'accord? Ça a passé à 2018. Ah oui, donc oui. Ça ne date pas des années 70. Oui, non. Et après un gros scandale, l'armée a décidé, par le biais d'un communiqué de presse, de revenir sur cette décision. Et la situation est revenue à la situation antérieure. D'accord? Ça peut être un bon... C'était un essai, c'était un ballon d'essai. Un petit, oui. Mais si ces résolutions rendent explicite l'impossibilité d'appliquer la loi de 1968 rétroactivement, cependant, ce qui se passe avec les accords du Conseil des ministres est moins clair. Un autre cas, et j'ai fini avec ça. Il y a eu un accord du Conseil des ministres de 2010 relatif à la politique de sécurité de l'information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, classant certaines matières, pas des documents, mais matières, que c'est très dangereux, hein, sur la loi des secrets officiels de la dictature franquiste. Et en vertu de cet accord, 14 sujets ont été classifiés, couvrant pratiquement toutes les activités étrangères. Et comme les dates de la documentation affectée n'étaient pas précisées, donc, en effet, pratiquement toute la documentation des archives des ministères des Affaires étrangères était interdite. Oui, mais maintenant, on reste comme ça. Il y a beaucoup... il faut ajouter ici, je veux dire, comme moi, je suis archiviste, nous sommes archivistes dans l'association, d'une façon, il faut parler de la loi, mais après, on voit choses comme ça. La pratique. Oui, la pratique, c'est une autre. Et aussi, les transferts massifs de documents sans inscription aux archives générales, et que dans les archives générales, on ne sait pas quoi faire parce qu'on a une résolution comme ceci et on ne sait pas quoi faire. Donc, bien que la loi de transparence, on parle qu'il faut donner de libre accès aux documents, les archivistes, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que, justement, la pratique qui était décrite par Christophe Parche à l'instant, c'est-à-dire des plaintes de citoyens, etc., viennent justement contredire ces volontés de refermer? Oui. Et ça passe devant quelle cour pour pouvoir justement obtenir l'ouverture des archives lorsque les ministères versants, comme le ministère des Affaires étrangères, ne désirent pas que ces archives soient ouvertes? Ça passe comment, justement, le système, pour que des citoyens puissent se plaindre et obtenir, malgré tout, le... Les citoyens se plaignent, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. On a des cas très paradoxaux aussi. Par exemple, la documentation de la situation des bunkers pendant la guerre civile espagnole, dont tout le monde maintenant le connaît et le visite. Mais la documentation de la construction de ces bunkers, c'est interdit, c'est classifié. Et dans la loi des secrets officiels, on n'a pas de délai. Nous n'avons pas de délai. On dit chaque fois que c'est possible. Et c'est curieusement. Nous ne savons pas pourquoi. Et curieusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Donc, c'est la plus grande classification de la démocratie. Ça a été donné. Non, je mescle avec l'anglais. Ça concerne? Oui,
sous la loi des secrets officiels du franquisme. C'est drôle. Hein? Je pense qu'en Espagne, les motivations ce ne sont pas tellement économiques, mais politiques. Parce que nous avons fait vraiment un couple entre la dictature et la démocratie. Et il y a là beaucoup de noms, et aussi une mentalité de secret, de possession, de cette idée de l'avant des archives que nous voulons finir avec ça. Alors justement, en TACLS, ça me permet exactement ce vers quoi je voulais aller, ce que vient de dire Blanca Bazaco, c'est-à-dire essayer de comprendre, puisqu'on a des modèles de comparaison, là où ça coince. C'est pourquoi, dans chacun des pays, on sait, il y a des spécialistes dans cette salle, que la Seconde Guerre mondiale, pour la France, mais beaucoup plus encore aujourd'hui, les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, etc., sont des motifs, disons, de blocage et de fermeture. Si vous prenez le cas, puisque vous connaissez bien le Canada, vous nous avez dit que c'était votre pays, ou de la Grande-Bretagne, quels sont les motifs qui, à chaque fois, sont des motifs d'action pour les ministères versants, pour les lieux qui conservent ces documents, pour ne pas communiquer? Ça permet de faire une sorte de cartographie mentale, pourrait-on dire, de ces endroits où ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Alors pour moi, il y a possiblement 3 instances. Premièrement, dépendant de l'aspect juridique qui gouverne la revue ou la cartographie des informations sensibles, c'est ressources. Que ce soit ressources au niveau des départements ou ressources au niveau des archives pour faire la revue des documents. Alors je dirais ça. Dans un deuxième temps, absolument, c'est politique. Il y a des vraies questions et des enjeux, des problématiques, moi je dirais, au niveau du Canada et au Royaume-Uni, pour éviter le scandale, pour permettre les carrières politiques, parce qu'on a déjà eu des instances où certaines personnes ont demandé accès aux archives pour revoir les délais de communication. Alors, ce n'est pas hors de question que cela se passe. Et donc, il y a des vrais enjeux, je dirais, politiques au niveau du Canada et au niveau de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pour éviter la communication de certaines informations. Et il y a aussi, je dirais, si on regarde la période coloniale, plutôt côté Royaume-Uni, c'est vraiment des questions de scandale, le traitement des gens sur le terrain dans les pays qui ont été occupés. Ensuite, je dirais qu'il y a une vraie polémique, et je pense que c'est partout cette polémique, et qui a déjà été évoquée par un des intervenants ce matin, où est-ce qu'on croit qu'il y a une vraie juxtaposition entre la sécurité nationale et les accès aux informations. Je pense qu'on pense que les deux ne sont pas symbiotiques, qu'elles sont deux parties complètement différentes qui sont en conflit. Et c'est toujours comme ça qu'on essaie de justifier la fermeture, soit pour des raisons politiques, soit pour d'autres raisons économiques, comme évoqué. C'est plutôt parce que les deux ne travaillent pas ensemble, qu'elles ne sont pas du même ordre, je dirais. Mais prenons un exemple pour la Grande-Bretagne. On a tous été intéressés de voir David Cameron à propos du Kenya et du massacre des Mau Mau. Imaginer d'aller donner un monument au Kenya pour reconnaître la responsabilité de la Grande-Bretagne dans ce massacre. On se dit, là, il y a un point intéressant, puisque ça concerne à peu près la même période que nos guerres coloniales à nous. Est-ce que ça a eu des conséquences sur les communications, justement, des documents liés à ces guerres coloniales? Est-ce que ça a crispé peut-être les autorités militaires, parce qu'on voit bien combien les autorités militaires sont garantes, se veulent garantes d'un honneur militaire qui durerait bien au-delà de la période de fermeture des archives. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur un exemple comme celui-ci? Alors, je dirais que le gouvernement s'est retourné s'est recroquevillé sur lui-même. Je dirais que bien que David Cameron avait fait ses prononciations, c'est que les archives ne sont pas encore communicables. Le gouvernement continue à intervenir au niveau de ces archives et la communicabilité de ces archives. Je pense qu'il y a des énormes problématiques. Je pense que ça a beaucoup figé. Et aussi parce c'est-à-dire qu'un geste qui se voulait un geste d'apaisement est devenu un geste de crispation. Oui, ça vraiment. Moi, je dirais que la crispation était déjà là, et je pense que ça a encore renforcé.
l'aspect crispé, de ne pas vouloir communiquer, parce que je pense que c'est vraiment question dans des environnements anglo-saxons de créer un précédent. C'est lorsqu'on crée le précédent dans des environnements. Je ne sais pas si c'est la même chose ici en France. Oui, mais un peu, on a l'impression. Lorsqu'on crée une situation où est-ce qu'on peut mettre à disposition ce genre d'archives, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait exception pour les Mau Mau, mais pas pour, je dirais... La Birmanie. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Rhodesia. Rhodésie, voilà, merci. Mais d'autres instances comme ça, où est-ce qu'il y a eu des actions assez fortes contre la population locale, et pourquoi est-ce qu'on reconnaît les Mau Mau et pas d'autres, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, crispation et donc tentative ou tentation de fermeture. Oui. Christophe Partsch, justement, ces lieux imaginaires, pourrait-on dire, sur lesquels s'accrochent justement ceux qui ne veulent pas de communication et d'ouverture des archives. On a entendu parler pour l'Espagne de la guerre d'Espagne, évidemment, avec cette volonté très lointaine de ne pas ouvrir les archives. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Allemagne? Est-ce que vous ressentez des endroits particuliers? Alors, j'imagine le nazisme, vous nous l'avez dit, pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Oui, et il y a encore beaucoup d'autres raisons. Peut-être il faudra ajouter encore qu'en Allemagne, la Constitution ne donne pas un droit constitutionnel à l'accès aux archives, malheureusement. Il y a un article, mais il y a seulement quelques savants qui disent que ça. L'opinion générale qu'il n'y a pas d'accès par la Constitution, comme on le retrouve en France depuis longtemps. Puis, il y avait un autre changement avec la loi de l'accès aux informations allemande, Freedom of Information Act allemand, qui était assez tard aussi, en 2006. C'est assez étrange que la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont les derniers en Europe qui ont introduit ça. Il y a des raisons différentes, mais peut-être une raison que nous avons en commun, c'est une administration très forte. Je crois que l'administration se défend avec tous les moyens et le droit de l'archive, pour l'accès aux archives et le droit de l'information met cette administration en question. En difficulté ou en question? En question, parce qu'on pourrait revoir leurs actes, on pourrait juger leurs actes, on pourrait faire des évaluations après de ce qui s'est passé. Et la rêve des Allemandes que leur administration fonctionne bien pourrait éclater. Et comme on l'a vu pendant la crise des réfugiés, ainsi de suite déjà. Mais voilà, notre administration est très forte et rédige les lois pour les politiciens. Et là, alors Yes Minister, cette série anglaise le donne à perfection, le décrit à la perfection. Ce qui se passe et ce qu'on voit dans les salles du Reichstag, quand cette nouvelle loi est promulguée, est introduite, que les arguments viennent de l'administration. Et la loi pour l'accès aux informations, c'était la seule loi allemande qui est venue du centre du Parlement. C'était des parlementaires qui l'ont fait. Aucune autre loi n'a été créée ou drafted par les parlementaires. Et que craignent justement, ou que craint cette administration? Parce qu'au bout du compte, c'est la même crainte qu'en France, c'est-à-dire de se voir mise en cause, même si les fonctionnaires qui ont pratiqué ces lois sont morts, et que, au bout du compte, est-ce qu'il y a un esprit de corps d'une certaine manière, c'est-à-dire cette idée que c'est l'honneur de l'administration qui serait touché si on pouvait la critiquer dans des décisions très anciennes, même parfois? Bon, c'est une perte de pouvoir, bien sûr, qu'ils craignent, et la règne sur l'information, bien sûr, est plus forte si on rédige et si on dirige quelles informations sont distribuées. Alors, j'ai encore une petite présentation préparée. Peut-être, Madame Cornu, merci beaucoup pour l'information, que vous pourriez la distribuer après cette conférence pour donner les arguments qui sont beaucoup plus vastes. Mais à la fin, c'est toujours ça, que l'administration ne veut pas être censée par leurs propres actes.
Bianca Basacco, vous avez évoqué la guerre civile. Est-ce que les entreprises coloniales de l'Espagne, par exemple, sont aussi au cœur de ce secret d'État que vous décriviez tout à l'heure? Est-ce que d'autres entreprises, d'autres moments de l'histoire espagnole sont mis en cause, justement? Oui, oui, c'est le cas c'est pour ça que c'est le cas de cet accord de ministres, c'est le ministère des Affaires étrangères et coopération. Oui. De moment qu'on classifie 14 sujets, matières, je ne les sais pas ici, mais vous pouvez l'imaginer, relations internationales, et sans dire les années. Donc, en fait, on a... C'est l'ensemble de l'action des ministères des Affaires étrangères. Oui, l'ensemble de l'Espagne à l'extérieur, avec notre histoire. D'accord? Ce n'est pas une histoire... simple. Oui, oui. Oui. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, Jean-Marc Delaunay, professeur émérite Relations internationales Paris 3. Sans bonne nouvelle de ces couleurs. Et là, l'utilisation, par exemple, dans la guerre du Maroc du Nord, alias aujourd'hui guerre du Rif, cette année on a célébré le centenaire de la très lourde défaite des Espagnols à Anouane, là fait aussi objet de la part des autorités militaires espagnoles d'un block-out absolument complet. Mais 100 ans après. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Et surtout, c'est pas la défaite qui fait l'objet de la défaite, elle est là. C'est surtout l'usage des gaz asphyxiants. Bien sûr. Dont on a tous entendu parler, plus ou moins, dont on a parfois, dans certains cas, exagéré, notamment du côté marocain, mais c'est normal, l'usage. On a exagéré l'usage. Mais en tout cas, donc, vous avez des tas d'autres thèmes. Et le problème de l'Espagne, c'est que la guerre civile et le franquisme bloquent beaucoup de choses. Oui. Mais il y a bien des choses avant. Oui. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, c'est comme ça, c'est tristement comme ça. Hein? Et il y a beaucoup d'historiens qui disent qu'il peut étudier la guerre civile espagnole en ayant des archives d'autres pays. C'est drôle, hein? Ouais. Sur ce point, en TACLS aussi, on peut rajouter, puisqu'on n'a pas parlé du Canada malgré tout, mais les scandales récents autour effectivement des populations autochtones, de la manière dont elles ont été traitées. Est-ce que cela, par exemple, un citoyen canadien aujourd'hui peut avoir accès à ces questions, à ces orphelinats, à ces traitements très particuliers qui étaient mis en œuvre pour contraindre ces populations à rentrer dans un mode de vie plus occidental, par exemple? Alors, je dirais, au niveau des archives nationales, oui. Alors, la plupart des documents ont été transférés. Je ne sais pas pour les documents plus récents, parce que les dernières de ces écoles ont été fermées, je veux dire, à la fin des 1990. Ouais. Je dirais, le problème devient les archives qui sont détenues auprès de certaines églises, particulièrement l'Église catholique, ou par certaines institutions religieuses. Alors, dans ce temps-là, les accès aux informations, c'est presque impossible. Étant donné que j'étais archiviste pour l'archidiocèse de Vancouver en début de carrière, c'était extrêmement, même accès au registre sacramental qui sont de base dans l'Église catholique, quelque chose dont les pratiquants ont besoin pour pouvoir démontrer, je dirais, en guillemets, ouais, en apostrophe, leur citoyenneté au niveau de l'Église, était très difficile à donner accès même aux gens qui provenaient, qui étaient des communautés autochtones et qui ont passé à travers des écoles, parce que c'était des fois le seul moyen qu'ils pouvaient démontrer, parfois qu'ils étaient à l'école et qu'ils pouvaient ensuite revendiquer des droits envers le gouvernement et des paiements et des reconnaissances monétaires à cet effet. Et je ne dis pas que le gouvernement est sain sur ça, hein, parce qu'il y a certains quand même documents qui sont restés au niveau des départements qui ne sont pas accessibles et qu'il faut utiliser la loi aux accès aux informations pour pouvoir en avoir accès. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont créé le centre de commission de la vérité et la réconciliation à l'extérieur, autant du gouvernement, mais aussi au niveau des autorités religieuses. Voilà. Christopher Parch, est-ce que vous pouvez nous dire une petite chose, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, et ça nous permettrait peut-être de conclure avant de donner la parole à la salle, cette discussion et cette table ronde, c'est l'usage de cette question des données comme étant, alors c'est peut-être exagéré que de dire ça, comme une sorte de ruse pour pouvoir revenir sur la possibilité et sur les politiques d'ouverture.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cet usage-là et sur cet usage en particulier dans le cadre européen, puisque c'est un cadre qui est plus large que les cadres nationaux en l'occurrence? Oui, alors en Allemagne, j'ai vraiment pitié avec tous les archivistes qui doivent régler la question des données. Et les nouvelles lois, les nouvelles versions des lois n'ont certainement pas facilité leur travail. Et ça a commencé avec le traitement des archives des Stasi. Et c'était notre chancelier Kohl qui a attaqué férocement l'archive Stasi pour éviter que les documents qui ont été dans cette archive, c'était pas tellement un archive, mais le rassemblement du Stasi, soit être promulgués. Et il a relevé avec beaucoup de succès ces droits privés contre la promulgation des archives officielles, de ces actes officiels. Bien sûr, entendu, si les Stasi avaient écrit quelque chose sur sa vie personnelle, bien sûr, ça relevait de ces données privées, mais il a aussi suffoqué la promulgation d'informations de la vie officielle. Et aujourd'hui, c'est vraiment un traitement, c'est devenu un traitement très très difficile, et l'argument des données privées est surtout utilisé comme moyen contre l'ouverture. Premièrement, il y a cette insécurité sur le niveau des archivistes. Et comme pour donner un exemple, vous voulez voir le plan d'un bâtiment qui a été construit il y a 100 ans. Et le propriétaire dit aujourd'hui, c'est une jolie maison par Mies van der Rohe à Potsdam, très, très joli, très fameux, et on veut bien voir le plan. Et le propriétaire d'aujourd'hui dit non, je ne veux pas, parce que les plans donnent aussi le site de mes chambres. Ils n'habitent pas là. Même s'ils habitaient là, c'est le plan de Mies van der Rohe. Alors il dit, ça, ce sont mes données privées. Vous ne pourriez pas le promulguer. Le communiquer. Alors c'est bizarre, c'est inacceptable. On ne pourra plus faire... Ça veut dire que cette acception, on pourrait dire, cette compréhension du terme privé... C'est élargi. L'interprétation est élargie jusqu'au ridicule. Et il faudra vraiment la repousser, parce qu'autrement la recherche ne sera plus possible. Oui. Et est-ce que c'est la même chose en Espagne, justement, cette question de privé-public, pourrait-on dire? Oui. Parmi tous les problèmes d'accès en Espagne, vient la loi des données pour faire le définitif. Nous avons eu aussi un cas très, très célèbre. Et dans l'université d'Alicante, on a publié la résolution de déclaration de mort, on ne dit pas, mais d'un poète très fameux en Espagne, que c'est Miguel Hernández, pendant la guerre civile. D'accord. Et il y a eu une dénonce d'une petite fiche de le fonctionnaire qui a signé cet acte. Oui, cet acte. Et l'université a retiré les documents de l'Internet. Ça veut dire que le petit-fils de celui qui avait signé cet acte peut se retourner pour demander la non-communication de ce type de document. Oui, mais après, il y avait beaucoup de scandales et finalement, il y avait eu une résolution de l'Agence espagnole des données personnelles qui dit que si on actue comme fonctionnaire public, tu ne peux pas retirer ton nom de ça. Et après, on a suivi, on dit, à la base, encore une fois, ces documents. Oui. Antea Céleste, la même question, cette question de nouvelle de gestion des données comme ruse ou possibilité justement de refermer des documents qui étaient autorisés auparavant. Ah mais si, mais alors on a eu ça quand j'étais aux Archives nationales, pour tout ce qui est déclaration de, je ne sais pas si c'est bon mot, la banqueroute, alors les gens qui ont fait faillite financière, désolé, pour faire la faillite financière, ils demandaient que, parce que ces documents-là sont publics,
elles sont recueillies par un département au niveau des archives Ils passent nationales. devant les tribunaux de commerce. Oui, en c'est ça. particulier. Et ensuite, elles sont mises à disposition dans les archives nationales. Il y avait quelqu'un qui revendiquait la fermeture et la suppression même De cet acte de sa déclaration. Et donc, voilà, alors, c'est tout, et ça peut être aussi bien en tant que données personnelles et le droit de pouvoir continuer à faire ces opérations dans le privé, mais aussi sous le droit de l'oubli, qui est aussi établi au sein de certaines lois comme la RGPD, la loi de 2018 maintenant aux accès aux informations, aux accès aux données personnelles. Et donc, c'est quel est l'intérêt public versus quel est l'intérêt privé qui joue dans ces discussions-là, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut passer aux questions de la salle, si vous voulez. Il doit y avoir un... Oui, je vois déjà beaucoup de mains qui se lèvent. Je ne sais pas. Anne, je t'ai vu en premier. Bon, alors, moi, j'ai deux questions en réalité. Une pour Mme Céleste, c'est quoi la pratique de expurger les archives? Parce que ça, c'est quand même un truc, moi, ça m'est arrivé à Londres, et je vous avoue que j'étais au moins aussi stupéfaite que Raphaël devant des enveloppes, quand j'ai eu des documents caviardés, et je voudrais savoir comment on peut les avoir intégralement. Et ma question est pour M. Fritsch aussi, c'est est-ce que vous pouvez parler de la reconstitution des archives de la Stasi ? Qui était, il y a eu un documentaire absolument extraordinaire, comment quand la Stasi a détruit ses archives, il y a eu une procédure de reconstitution des documents qui a été lancée par le gouvernement. Voilà, merci. Alors, pour commencer avec ce qui est expurgé, nous, on utilise le mot en anglais redaction, ou rédacter le contenu de certains documents, ce qui permet le transfert de documents en partie ouverts. Quand les départements demandent la rédaction parce que c'est pas le bon mot en français, je sais, mais qu'on expurge certaines parties d'un document, ils doivent mettre l'exception de la loi aux accès aux informations à côté, qui donne forcément un raisonnement, parce que c'est une copie que vous voyez, et à côté est écrit la section et la sous-section liée qui permet qu'on supprime ces informations dans le document. Si on veut avoir accès, alors il faut à ce moment-là, si c'est un document qui est contenu aux archives nationales, il faut demander par l'intermédiaire soit en écrit, et il faut bien référencer quel document auquel on veut voir dans son intégralité. Et on peut faire ça en écrit ou par le site Internet. À ce moment-là, tout le processus déclenche au niveau de la loi aux accès aux informations, sur accusé-réception, délai de réponse. Il y a toute une consultation qui doit se faire au niveau des archives nationales et des départements en question. Et des fois, cela peut ouvrir pas forcément l'intégralité des documents, mais une partie des documents en surplus. Alors, mais ça dépend. Il faut vraiment argumenter quelle est la justification ou la demande de l'ouverture intégrale. Et parfois, ça peut se faire, mais ça dépend aussi des départements, de la volonté des départements, et aussi ça dépend de parce qu'il y a des départements qui vont passer sur la lettre de la loi au lieu de l'esprit de la loi. Alors, et c'est aussi gouverner ces deux interprétations qu'on peut avoir au niveau des départements. Merci de votre nom. En 1989, les fonctionnaires du Stasi, des politiciens et d'autres personnes de la police ont commencé de faire rechercher le mot Schreddern. Vous comprenez le mot Schreddern? Quand on tire une fiche en amonceler? Lacérer. On a acheté beaucoup de machines pour lacérer les documents et l'ont mis dans beaucoup de sacs en plastique. Et heureusement, on a trouvé ces sacs avant qu'ils étaient brûlés et ainsi de suite. Malheureusement, une grande partie de l'information vraiment anodine de cet état ont été détruits et brûlés. Une autre partie a été envolée par nos amis américains vers les États-Unis. Et ce qui est resté, ce qui est retourné des États-Unis après 50 ans, il faudra ajouter que les Américains l'ont pris, l'ont acheté à la demande des politiciens allemands, parce qu'eux ne voulaient pas le trouver. Comme ça. Et aujourd'hui, avec l'aide et un projet logiciel de l'Institut Fraunhofer,
On essaie de remettre ensemble tous ces papiers amoncelés et apparemment ça fonctionne assez bien. Et pendant 20 ans, on a trouvé des nouvelles. Et c'est super intéressant. Ça veut dire que le logiciel pourrait vraiment aider pour le remettre en état. Oui, seulement dire qu'en Espagne, c'est la même chose avec la police qui ne veut pas de trouver quelques documents. Parce que la documentation de la Direction générale de sécurité dans l'époque de Franco, qui était à la Puerta del Sol, et un bâtiment très emblématique, oui, merci, et ne sont pas trouvés. On n'a pas aucun document de la Direction générale de sécurité, où beaucoup de gens ont été enlevés là et torturés, et d'interrogation, même pas un seul document, pas de bourse de plastique, pas du tout. Monsieur. Oui, François Giustiniani, je suis archiviste et j'avais une question de citoyen, une question d'archiviste et un témoignage peut-être par rapport aux questions de cartographie. La question de citoyen, en fait, ça concerne les premières interventions, c'était pour Frédéric Rollin et c'est un mot qui revient régulièrement dans la discussion et moi il me choque, il me gêne. On parle de l'administration. Alors c'est vrai que j'entends qu'effectivement à un moment il faut désigner et qualifier, mais j'ai l'impression dans cette salle aujourd'hui qu'on parle de l'administration comme si c'était... Alors certes, il y a une organisation, je sais la force des organisations, mais l'administration, ça n'est que la composition de citoyens qui se trouvent être fonctionnaires à des postes de responsabilité. Et j'ai envie de dire que certains de ces administratifs, de ces gens d'administration, ça peut être nos proches, et pour certains d'entre vous, c'est vos élèves ou vos anciens élèves. Je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on crée des catégories et du coup, on met des couleurs sur ces catégories et je pense qu'il n'y a pas... Voilà, les choses, à mon avis, alors ça c'est un avis citoyen, les choses ne sont pas aussi tranchées. Je suis partie prenante de l'administration, je suis fonctionnaire public, mais je ne me sens pas forcément solidaire des décisions qui sont prises par ailleurs à un niveau politique. Et je crois que la question a été évoquée à un moment. À un moment, ces décisions, alors certes, c'est peut-être l'administration qui les manipule et qui les fait prendre, mais ça veut dire que dans ce cas-là, nos autorités politiques sont dessaisies de leur pouvoir. Et alors, deuxième, je passe à ma question d'archiviste, et je rejoins ce que disait Noé Wagner. Moi, je suis, comment dire, je suis très gêné, très ennuyé par cette question d'appropriation, et j'ai un peu envie de faire un clin d'œil, et puis c'est peut-être un peu une petit coup de griffe. Mais est-ce que cette appropriation, par exemple, politique, c'est pas la même qu'on rencontre, nous, archivistes, quand on veut essayer d'archiver une université? Alors je dis, c'est un petit clin d'œil un peu coquin à nos amis chercheurs qui sont là. Franchement, pour être sur le terrain, quand je vois comment il faut se battre, mais au couteau, pour récupérer des archives de chercheurs, parfois on est presque là, hein, des archives de chercheurs. Donc je crois que cette appropriation, elle est humaine, elle est fondamentalement humaine. Après, je suis d'accord sur le fait que juridiquement, il faut effectivement sans doute combattre. Voilà. Mais voilà, il y a quand même ce petit clin d'œil. Et ensuite, ma remarque, c'était plus une question par rapport à la cartographie du pourquoi du secret. Je crois qu'effectivement, alors ça c'est fondé sur mon expérience, puisque j'étais à la fois archiviste du ministère intérieur et aujourd'hui directeur d'archives départementales. Je crois que les raisons du secret, effectivement, à un niveau national, elles vont être fondées sur des grandes questions politiques. Au niveau local, elles sont plus souvent fondées sur des questions, alors qui peuvent paraître plus choquantes, mais de respect de la paix publique, de l'honorabilité des gens et des familles. Et ça, je l'ai vécu quand j'étais au ministère intérieur. À l'époque, la Direction centrale des renseignements généraux accordait les dérogations à 99%. Le ministère de l'Intérieur communiquer toutes les archives des renseignements généraux qui étaient aux archives nationales. Et il y avait un taux de refus en département qui, lui, était phénoménal. Parce qu'effectivement, dans les dossiers DRG, au niveau national, on peut toujours communiquer sur, effectivement, des personnages politiques, des grandes affaires. Hein. Au niveau local, il y a une sensibilité du micro-quotidien, puisque cet élu qui a un dossier dans les années 50, mais il a des enfants, il est connu. Il y a une forme d'espèce de protection de la paix des familles. Voilà. Alors, c'est je dirais, des cartographies tout à fait différentes, alors qui peuvent s'entrecroiser, mais je crois que là, il y a vraiment différentes choses qui se croisent. Alors, pour répondre à la première partie de votre question,
Ce qui nous a frappé quand même dans le cours de ce qui s'est passé l'année dernière et cette année, c'est que effectivement, on sent que entre les spécialistes des commissions parlementaires, les députés ou sénateurs spécialistes des questions de défense et les administrations, peut-être employer le terme administration génériquement, mais les administrations concernées, en particulier autour du SGDSN, etc., il y a un entre-soi, un clair entre-soi, et il y a une forme de confiance. Les services savent, et donc on ne va pas embêter les services parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et on l'a bien senti quand même dans la discussion parlementaire, c'est que dès lors que des parlementaires, en dehors de ce périmètre-là, essayaient de faire passer des amendements, ils étaient, je dirais, discrédités sur le terrain de vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas perçu les enjeux, etc. Donc il y a quand même cette forme d'entre-soi. Et je ne dis pas que les politiques sont dessaisis, je dis qu'il y a une fraction du pouvoir représentatif qui est englobée dans cet entre-soi et qui exclut le reste, pour le coup, de la représentation politique. Je dirais ça plutôt comme ça. Oui. Oui, bonjour. Alors moi je suis Armelle Mabon, je suis historienne et je travaille sur un sujet un peu sensible qui est le massacre des ex-prisonniers de guerre, tirailleurs sénégalais par l'armée française à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors juste peut-être trois informations qui posent problème à l'historienne que je suis. Par exemple, je me pose une question puisque il y a eu une dérogation générale signée par Jean-Yves Le Drian en 2014 sur toutes les archives consultables sur ce massacre. Et pourtant, on m'a opposé à nouveau cette fameuse instruction générale interministérielle pour ne pas que je puisse pas revoir une archive que j'avais vue déjà en 2012. Donc déjà, moi, je me demande, mais et la responsabilité politique, où est-ce qu'elle se situe maintenant à ce niveau-là? Même le pouvoir décisionnaire d'un ministre par rapport à ce genre de décision. Et puis, je voulais quand même donner deux informations, puisqu'on parlait du caviardage. Il faut savoir qu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il n'y a aucune instruction réglementaire qui autorise une administration à désocculter un document caviardé. Donc au Conseil d'État, on m'a donné raison sur le point de vue juridique, puisque le caviardage n'avait pas lieu d'être, mais il n'y a aucune instruction permettant de désocculter, ce qui bloque encore considérablement cette approche de la vérité. Et troisième aussi information, là j'ai encore saisi le Conseil d'État. Bon, je ne fais pas de la juridiction de l'histoire, une judiciarisation de l'histoire, pardon, mais j'ai encore saisi le Conseil d'État puisque on me refuse, le ministère des Armées dit qu'il n'y a pas d'archives, d'autres archives que celles que je consulte. Ce n'est pas vrai, il y a des archives secrètes et je demande à les consulter. Je vais au Conseil d'État pour cela. Mais parce qu'en plus, ils vont apporter la preuve qu'elles existaient. Ils sont pris les pieds dans le tapis. Mais c'est quand même incroyable de voir, là, ça fait 80 ans maintenant, eh bien, oui, il y a des domaines qui sont verrouillés. Alors, Gilles Morin, je voulais poser la question aux trois intervenants qui appartiennent sous des formes différentes à des pays fédéraux. Ce qu'il en est justement, pour reprendre ce qu'a dit M. Giustiniani, ce qu'il en est justement au niveau inférieur. Alors, puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire que pour ceux qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale, l'accueil dans les archives départementales est pour le moins variable en ce qui concerne justement l'accès à un certain nombre de documents concernant l'épuration. Il y a des départements qui ne donnent pas encore les listes des procès, par exemple. On ne peut pas savoir qui a été inculpé, condamné ou pas, etc. Il y a effectivement cette idée de protection on va dire de la réputation reste très forte. Je ne veux pas citer de département particulièrement, mais je pense que l'embouchure de quelques grands fleuves du Midi pourrait, par exemple, se retrouver de ce côté-là. Oui. Jean Mandelson, ancien directeur des archives diplomatiques. Donc je ne suis ni diplomate, je ne suis ni archiviste, ni historien, ni juriste, mais diplomate à la retraite.
Je voulais mentionner simplement deux petits faits à propos d'un anniversaire qu'on vient de célébrer, qui est le 11 septembre, mais pas celui de New York, celui de Santiago du Chili. Et là-dessus, lorsque les Américains ont sorti leurs documents, il y avait toute une série de documents caviardés. Et à l'époque, comme la justice française, pas à l'époque, quelques décennies plus tard, quand la justice française s'est emparée de ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, le caviardage qui existe, mais qui est très exceptionnel chez nous, enfin, moi, j'ai pas l'impression et que ça venait du fait qu'il y avait une différence entre notre conception depuis Messidor, qui est l'accès aux documents, et les Freedom of Information Acts, qui serait l'accès à l'information contenue dans le document. Et que ça crée des pratiques très différentes. Alors, je ne sais pas si c'est une bêtise, c'est ce que j'étais pas du tout à l'époque dans les affaires d'archives. Donc, alors, deuxième petite chose, sur son septembre, alors je le mentionne là aussi parce que j'ai découvert avant-hier, le jour de l'anniversaire, lorsque la presse a rendu compte d'une décision d'une communication des services secrets australiens sur le rôle de l'Australie dans le putsch, enfin disons dans la déstabilisation du gouvernement chilien de Salvador Allende. Au nom de la sécurité nationale, les Australiens refusaient de communiquer quoi que ce soit là-dessus. On peut se poser la question de savoir en quoi la sécurité nationale australienne était concernée par la nature du gouvernement au Chili. Mais c'était comme ça. Et la justice, apparemment, d'après ce que j'ai vu dans la presse britannique, mais je n'en sais pas plus, la justice australienne a décidé que l'argument de la sécurité nationale était la sécurité nationale était un but, un objectif, mais n'était pas un alibi, et que dans ces conditions, on pouvait communiquer, et on a communiqué ce que d'ailleurs à peu près tout le monde savait sur le rôle de l'Australie au service de la CIA. Et un mot simplement sur le côté privé-public en France et la difficulté qu'on peut avoir, ça concerne les archives des entreprises publiques privatisées, des ex-entreprises publiques privatisées. Et là, je donne un exemple précis qui est celui du bateau français qui a explosé dans la rade de la Havane en 1961, à l'issue de laquelle il y a cette fameuse photo du Che Guevara que tout le monde connaît. Ça vient de cet attentat-là, où des Français ont été victimes. Les familles essaient d'avoir les archives. Les archives devraient normalement être totalement publiques, il n'y a aucun problème. Mais comme la compagnie nationale maintenant est privatisée, il y a un flou qui est extrêmement compliqué à gérer. Voilà, ça existe aussi chez nous. Merci. Avant de donner la parole à la salle pour d'autres questions, il y avait deux interpellations qui vous concernaient. La question fédérale qui était posée tout à l'heure, et puis cette question particulière du caviardage des documents. Est-ce qu'il y aurait tension entre deux visions différentes, pourrait-on dire, de ce qu'on doit communiquer, des documents intégraux ou des documents caviardés? Lequel ou laquelle d'entre vous veut... Oui, l'Allemagne est un État fédéral et bien sûr il y a des lois d'archives sur le niveau fédéral et sur le niveau des Länder, les États, et même sur, là il n'y a pas de loi, mais il y a une forme de loi mineure pour les communes. Et bien sûr, en parlant de la qualité diminue. Et par exemple, cette action directe dont j'ai parlé avant n'existe pas sur le niveau des Länder. Comme ça, le versement n'est pas poussé par la loi et on n'a aucun moyen, si les documents ne sont pas versés vers l'archive du Land, de les retrouver vers l'autorité. Sauf, bien sûr, aujourd'hui, le Freedom of Information Act, mais pas tous les landes ont cet acte. Il y en a 3 qui tardent et les autres ont trouvé maintes raisons et on pourrait les lier avec la question de la privatisation. Bien sûr, l'accès aux organisations privatisées, mais aussi l'accès, par exemple, les chaînes de radio ont beaucoup de documents qui représentent beaucoup d'argent. Si on peut le vendre à quelqu'un d'autre. Et l'accès à ces productions est très très difficile et régi par la volonté politique du président de la chaîne de radio, par exemple. Et vous pourriez trouver maintes exemples
que il y a des archives, pas secrètes, mais des archives des chaînes de radio, des chaînes de télévision, des organismes plus grands, interministériels, où c'est assez difficile de trouver l'accès. Et les plus personnels, alors nous avons le cas du maire de Passau, qui était un membre du parti nazi. Il a changé plusieurs fois la régulation sur l'accès à l'archive de la ville de Passau, bien sûr. Et je veux dire à ces personnes qui ont parlé de l'accueil dans les archives départementales qu'en Espagne, c'est pareil. C'est variable parce que l'archiviste doit faire un exercice de pondération pour dire si c'est a plus de droit, le droit de l'intérêt public ou privé. Et c'est très difficile. Et c'est plus facile de dire non que de dire oui. Si tu dis non, tu as un citoyen gêné. Mais si tu dis oui, peut-être tu vas être devant des tribunaux. Hein? C'est difficile. Oui. Non. Dans quelques, nous appelons comunidades, okay, il y a des lois des archives. Mais ce cas de l'accès, c'est très difficile dans tous. Peut-être c'est la Catalogne qui est plus avancée parce qu'elle a publié une loi de la mémoire historique. Nous avons aussi en Espagne une loi de la mémoire historique qui donne plus d'accès aux documents produits pendant la dictature. Et je vais parler aussi d'un cas que vous avez l'accent, que c'est très intéressant, que c'est la privatisation des données publiques. Et je vais profiter de l'occasion pour dénoncer ce qui est un cas qui est très à la mode en Espagne, que c'est la création des archives présidentielles. Ce qui passe est que tous les présidents de tous les partis de l'Espagne, quand on finit la législature, emportent les documents chez soi et après quelques années, ils ouvrent une fondation présidentielle et il y a là des documents avec le sceau de réservé. Et on fait une publicité de transparence. Mais mon Dieu, si c'est de documentation publique, il doit être aux archives publiques. Voilà. Donc, pour ce qui est du Canada, alors oui, il y a la loi, il y a deux lois fédérales. Alors moi, il y a la loi d'accès aux informations, mais aussi une loi qui gouverne la gestion des informations privées au sein des entreprises. Alors, mais ça n'est pas la même chose que donner accès. Au niveau provincial, oui, il y a des lois au niveau accès aux informations et au niveau de gestion des données perso. Et même de plus en plus, il y a maintenant des lois qui gouvernent l'accès aux informations au niveau des entreprises privées. Est-ce que c'est au même niveau que accès aux informations? Non, parce que moi, j'ai dû mettre en œuvre, quand j'étais l'archiviste de l'Église catholique, des politiques pour donner accès aux informations, parce qu'on pouvait revendiquer sous une loi en Colombie-Britannique, où ce que j'étais, d'avoir accès aux informations au niveau de l'Église catholique. C'était parce qu'il y avait eu une loi fédérale qui était passée en même temps. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est la même administration, la même qualité? Non. Je dirais que c'est variable, ça dépend des provinces. Pour revenir à la question de dossiers, oui, le caviardage. Alors, pour les dossiers et pour l'expurger au niveau du document, je dirais de la mentalité anglo-saxonne serait, mais si on ne peut pas expurger au niveau du document, alors tout le dossier est fermé et vous n'avez accès à rien. Et donc, c'est vraiment, et quand on parlait de ça, quand j'étais aux Archives nationales, c'était vraiment sous la transparence et le rendement de compte, ce qui nous permettait de pousser le gouvernement d'assurer au moins un niveau d'accès. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas à 100%, mais c'est au moins un niveau d'accès, parce qu'au moins à ce moment-là, on peut commencer à voir ce qu'il y a dans le dossier, et ensuite, on peut commencer à faire des demandes d'ouverture après ça. Oui, merci. Jean-Pierre Raoult, je suis membre de 2 des 5 composantes dont les logos figurent sur l'invitation à cette réunion, l'association Josette et Maurice Audin et la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et je voulais juste rajouter un petit complément à l'historique qui nous a été fait en début de matinée, à savoir qu'il y a eu des interventions de la CNCDH
sous deux formes. D'une part, un avis voté au mois de juin, qui est consultable sur le site de la CNCDH, et d'autre part, également, un document de type porte ouverte transmis au Conseil constitutionnel dans la semaine qui a suivi immédiatement, en fin juillet, le vote de la loi. Alors, dans les deux cas, une cheville ouvrière était Catherine Tedjen-Colli, qui est présente dans la salle et qui participait au collectif Archives. Bon, le document porte ouverte, bon, bien sûr, ça a été fait un peu dans la panique par un petit groupe de travail qui nous avons correspondu entre nous. Mais enfin, il y a eu une transmission officielle de la part de la CNCDH au Conseil constitutionnel. Merci de cette précision. Le micro pour monsieur. Faites-moi voir si vous avez d'autres questions, madame. Et ensuite, il y aura quoi? Et monsieur. Oui, Frédéric Genevet, j'ai été responsable des archives du Parti communiste français pendant 15 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que le processus de refermeture des archives de l'État peut avoir des effets au-delà des archives publiques. Quand nous avons décidé dans les années 1990 de faire un gros effort pour ouvrir nos archives, ça posait un problème, ça pouvait poser des problèmes, en tout cas des discussions au niveau interne, et puis il fallait qu'on gère les rapports avec le public. Et la décision qu'on avait prise, c'était de nous inspirer, bien que ce soit des archives privées, de nous inspirer de la loi sur les archives publiques. Et par exemple, nous avons fixé les délais de communication. Alors à l'époque, c'était donc on se référait à la loi de 79, donc on avait fixé 30 ans. Puis quand il y a eu la loi de 2008, on a réduit à 25 ans, je crois, le processus enfin, le temps pour la communication. Aujourd'hui, on va pas refermer, mais c'est un vrai problème parce qu'on peut, si l'État ne montre pas l'exemple, on peut avoir dans la société des réactions très de refermeture. Donc il faut bien avoir en tête que ce dont on débat aujourd'hui n'est pas qu'une question des archives publiques, ça peut avoir un effet sur des archives privées qui ont une importance sociale et publique et collective. Voilà. On va vous faire passer le micro, madame. Oui, merci. Catherine Tedjen-Colli, collègue de la Commission des droits de l'homme, vient d'évoquer le rôle qu'avait joué la Commission, mais ça me renvoie à un point qu'on a souligné et sur lequel j'aimerais bien avoir votre opinion. C'est l'aspect international de ce droit d'accès à l'information et aux archives publiques. Et j'aurais voulu savoir si, pour les Européens, tant en Allemagne qu'en Espagne, il y a l'idée de saisir la Cour européenne des droits de l'homme est parfois envisagée. Je n'ai pas vu d'affaires particulières concernant le problème des archives, d'une part, et d'autre part, alors internationalement, il y a la Convention sur les disparitions qui a joué un rôle très important en Amérique latine, bien sûr. Cette convention de 2006, elle est ratifiée pas encore par tous les États, la France l'a ratifiée en 2010, mais elle consacre le droit à la vérité, et il y a parallèlement à cela un mandat qui a été octroyé à un rapporteur spécial des Nations Unies sur la même question. Donc je voulais savoir si ces instruments européens et internationaux avaient un certain écho dans vos États respectifs, si la question n'est pas trop spécifique. Merci. Bon. Merci. Oui, par exemple, pour votre première question, le cas Eichmann a été porté devant la Cour des droits de l'homme sous l'aspect de la violation de l'article 10. Et comme vous savez peut-être, la juridiction sur l'article 10 a changé beaucoup. Au début, il y avait un refus que c'est un droit à l'accès. Aujourd'hui, la Cour a dit oui, il y a un droit d'accès si on veut l'accès dans un intérêt public. Alors il faudra être journaliste, blogueur ou NGO. Et dans ce cas-là, c'est la juridiction qui se trouve aujourd'hui. Vous devriez avoir l'accès.
La loi allemande sur l'accès aux archives se trouve maintenant devant la Cour depuis 5 ans. Malheureusement, pas encore d'audition. Oui. Je crois qu'en Espagne, il y a une volonté de diriger la politique générale dans le scénario des pays occidentaux, des organismes internationaux, mais je crois que pour le moment seulement à l'intention. Mais je crois qu'il y a aussi un grand, comment dire, push de la société civile. Par exemple, notre association la volonté d'inclure le droit à savoir et l'accès, c'est un de nos piliers fondamentaux. Hein? Et il y a aussi nous appartenions à quelques autres NGO en relation avec l'accès, mais pas pour le moment les pays comme ça, mais seulement. Céleste, sur l'un ou l'autre des points qui a été abordés, c'est-à-dire sur ce recours possible à l'international. Alors, je dirais en Angleterre, ils se voient très indépendants de l'international. Il ne faut pas mettre le point être trop pointu sur ça. Je dirais qu'ils se fient à eux-mêmes et leur propre cours, magistrats, leur propre instance juridique. Je dirais très peu qui se fient à l'international. Alors, c'est pointu, mais c'est ce que c'est. Au Canada, c'est bien inscrit dans notre charte des droits humains qui est rattachée à notre Constitution. Mais le Canada regarde, je dirais, plus à l'international pour voir quels sont les précédents, parce que c'est une loi, c'est un common law, donc c'est une loi commune, je ne sais pas comment dire en français, je suis désolée, mais où est-ce qu'on regarde plutôt le précédent? Et donc, il se défère plutôt à l'international sur certaines questions, je dirais, accès aux informations. S'il n'y a pas déjà une prononciation d'une cour, une instance juridique au niveau du Canada. Alors voilà. Mais je dirais quand même, la question nord-américaine ne se fie pas non plus énormément aux instances internationales. Je dirais qu'elle cherche à être assez... elles sont un peu insulaires. Elles se recroquevillent sur elles-mêmes. Et je dirais même le Canada, de temps en temps, fait la même chose. Les États-Unis, c'est quelque chose d'à part. Vraiment, ils font leur propre chose. Une dernière question, monsieur. Est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif et comparatif des diverses législations des grands pays, disons, même des pays européens, pour commencer, des pays peut-être d'Amérique du Nord? Est-ce que ça existe? Ça, j'ai pas vu ça sur les sites que de temps en temps, j'essaye de regarder, les sites d'archives. Faire un état comparatif, peut-être mis à jour, peut-être je peux dire updaté pour faire mieux, hein, mais mis à jour, ce serait bien. Ça va donner du boulot à tous ceux qui sont là et qui ont organisé ça. Ben on va peut-être... Parce qu'évidemment, quand vous le demandez, elles vont tout de suite... je le demande gentiment, plus, hein, affectueusement. Merci. Est-ce que vous savez par hasard le pouvoir de la Cour européenne sur les questions de secret défense? J'ai cru comprendre que c'était souverain, c'est un peu une exception, elle n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Tout ce qui est sécurité, c'est laissé à la souveraineté des États. Toutefois, si jamais il y avait une affaire qui arrivait devant la Cour européenne, qu'est-ce qui serait le plus fort d'après vous? Le droit de la presse à l'information ou voilà, ou le secret défense? Je réponds à la première question, qui est plus facile à répondre. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme connaît l'exception dans un intérêt légal, parmi d'autres certainement aussi l'intérêt que vous avez nommé. Avec la Cour européenne, là, ce sera aussi une exception acceptée. Oui, bien sûr. Mais il faudra que ça sera exprimé et expliqué. Et comme nos cours disent, il faudra concrètement, est-ce que c'est bien dit, le dire chaque page, chaque ligne, il faudra expliquer. Et comme ça, le BND, par exemple, a défendu de faire en noir, de noirci, le mot Blue Star. Ce qui est le mot pour l'Israël. Et l'État a dit non, ce n'est pas tellement secret. Vous pourriez le publier. Voilà. Merci à vous. À 14h donc.